veux quoi, un double, un allongé? En voilà un. Pour moi, le café, ça fait partie de l'histoire du Havre. Il y a beaucoup de clients qui arrivent en expliquant que ils ont connu cette odeur-là quand ils étaient petits, que le dimanche, ils grillaient le café dans le jardin. Oh là là, ça me rappelle, mais l'odeur de mon enfance. Si vous voulez un petit morceau de brioche. Grâce à sa brûlerie ambulante, Christelle ravive ce temps où, au Havre, on torréfiait à tous les coins de rue, depuis le centre jusqu'au quartier populaire de la ville haute. Le café est ancré dans la vie havraise depuis le XVIIIe siècle, lorsque le premier sac en provenance des colonies françaises arrive au port. Il est à l'origine des fortunes locales et son commerce façonne la ville qui voit éclore de toutes parts des maisons de torréfaction. Aujourd'hui, il en transite près de 150 000 tonnes chaque année. Tous les 2 ans, la ville accueille la course de la route du café, la mythique Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre. 9000 kilomètres qui rappellent ce lien si précieux de la cité océane avec ce petit grain venu du bout du monde. D'abord à la mode, à la cour de Louis XIV, le café s'étend sur tout le royaume à partir du milieu du XVIIIe siècle. Le Havre en devient la porte d'entrée pour la France et l'Europe. À l'époque, la ville est fortifiée et son activité se concentre autour de ses quais. Les négociants s'y installent pour mieux surveiller les arrivages de cette précieuse matière première. L'une de leurs belles demeures se trouve encore debout, quai de Lille. Elle est aujourd'hui un musée emblématique de l'histoire havraise, la Maison de l'Armateur. On est ici au cœur du centre-ville ancien. Et à l'époque où l'architecte achète le terrain, il y a peu de terrain disponible. Donc pour gagner de la place, on l'a construit tout en hauteur. Comme on n'a qu'une petite façade très étroite, éclairée, donnant sur les bassins, pour permettre à la lumière d'entrer dans le bâtiment, l'architecture est conçue autour d'un puits de lumière. Le propriétaire des lieux est Martin-Pierre Fauhache. Ce négociant armateur possède des plantations à Saint-Domingue et une flotte de 7 navires. Il commerce avec les familles havraises de négociants qui bâtissent leur fortune grâce aux denrées coloniales, parmi lesquelles le coton, le sucre et le café. Les Fauhache participent activement au commerce triangulaire entre les Amériques et la France. À échelle plus modeste que ces énormes entreprises de culture du sucre, la production du café impose de faire appel à la main-d'œuvre servile. Donc on exploite aussi des prisonniers déportés d'Afrique, achetés et devenus esclaves sur des plantations pour pouvoir récolter ce café et le réexpédier vers l'Occident. Donc le commerce triangulaire, c'est un commerce qui mobilise des sommes financières absolument colossales pour armer un navire qui part pour un voyage de traite. Il faut mobiliser des capitaux à hauteur de l'équivalent d'un hôtel particulier à Paris. Et souvent, plusieurs négociants, plusieurs armateurs se réunissent pour pouvoir engager ces sommes et les mobiliser. Si officiellement l'esclavage est aboli dans les colonies françaises en 1848, la traite perdure illégalement encore quelques décennies. Le négoce du café participe à l'essor monumental de la ville. Le Havre se libère de ses remparts pour s'étendre vers le nord et l'ouest. Les bassins s'agrandissent et se dotent d'entrepôts gigantesques. Les docks cafés sont aujourd'hui réhabilités en centres commerciaux et lieux de loisirs. Ces docks sont construits à peu près entre 1850 et la fin du 19e siècle, sur le modèle des entrepôts qu'on construit en Grande-Bretagne un tout petit peu avant, au moment de la révolution industrielle, et qui servent à stocker ces marchandises, à les préserver en attendant qu'elles soient remises sur le marché. Grâce à ces stocks, avoisinant parfois 4 millions de sacs de café,
Le Havre pèse lourd dans la balance du commerce international. Les négociants réussissent à faire ouvrir une bourse du café. Il n'existe alors que 3 places boursières pour cette marchandise à travers le monde. New York, Londres et Le Havre. Juste derrière vous, à l'endroit du casino, qui se situe actuellement ici, on a construit en 1880 la bourse de commerce du Havre, donc une espèce de palais gigantesque dédié au commerce, où on négocie toutes les marchandises qui transitent par le port du Havre à la fin du 19e siècle. La construction qui se veut prestigieuse a vraiment cet objectif de marquer la position du Havre et du négoce en général sur ces grandes places commerciales. Il faut imaginer une effervescence perpétuelle autour de ces marchés boursiers. Les marchandises ne sont pas acheminées jusqu'ici, mais c'est ici qu'on les négocie. En 1897, 80% des importations françaises de café transitent par le port havrais et jusqu'à la fin des années 30, le Havre reste la place forte de son négoce en Europe. Mais la Seconde Guerre mondiale fait table rase de la ville. Le commerce est interrompu et ne reprend que lentement au moment de la reconstruction. Dans le centre-ville, façonné par l'architecte Auguste Perret, l'odeur du café fraîchement torréfié se propage à nouveau. D'anciens torréfacteurs relancent les machines, tandis que d'autres créent de nouveaux établissements. Comme cette brûlerie, fondée par Charles Duchossois au lendemain de la guerre. Installée d'abord dans les rues périphériques, la boutique est depuis les années 80 juste en face des halles du marché couvert. De génération en génération, se transmet ce savoir-faire immuable de la cuisson des grains de café qui arrive encore vert chez les torréfacteurs de la ville. Moi, j'aime bien parler de la torréfaction vraiment comme un conteur ou comme un metteur en scène. On a toute l'histoire, tous les personnages qui est incrusté dans la matière première, dans notre café vert. Et le torréfacteur, en fait, il va choisir de mettre tel personnage en lumière, de masquer un petit peu plus celui-ci en fonction de sa propre sensibilité. Donc on est vraiment sur un métier de choix, de recette. Et ce que n'avaient pas les torréfacteurs en 1950, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, avec des physiciens, des chimistes, on commence de plus en plus à comprendre un petit peu ce qui se passe quand on chauffe un grain de café vert. Autrefois essentiellement masculin, le métier se féminise. La brûlerie des Halles a d'ailleurs été reprise par la première femme à être élue meilleure torréfactrice de France en 2017, Anne Caron. Elle a à cœur d'embaucher un personnel féminin dans sa boutique havraise. Début de torréfaction, on est sur un café qui est vraiment bien vert. Au fur et à mesure de la cuisson, il va changer de couleur. C'est un métier artisanal. On travaille un produit qui est vivant, on transforme un produit, on a les mains dedans, on a le nez dedans, les yeux. Enfin, on n'a pas trop de technologie, tout se fait encore à l'œil, au toucher. Je vérifie qu'il refroidit bien et qu'il refroidit vite pour pas qu'il y ait de surcuisson du café. Donc en fait, il est brassé et vous avez de l'air frais qui est soufflé pour qu'en moins de 5 minutes, il soit refroidi. Cette machine, elle est sur place depuis plus de 50 ans. C'est un torréfacteur allemand d'une capacité 24 kg qui fonctionne au gaz. En 2014, la boutique ici a brûlé. Le torréfacteur s'en est sorti, il a juste été repeint. Du coup, c'est le même, en même état de marche. Les années 1990 signent la fin d'un âge d'or. La bourse ferme définitivement et le Havre se fait détrôner par d'autres grands ports européens. Mais grâce aux hangars toujours approvisionnés, les maisons de torréfaction continuent de proposer leurs produits aux consommateurs havrais de plus en plus avertis. Aujourd'hui, une nouvelle génération se lance dans l'aventure en y apportant un parfum de nouveauté, plus éthique et plus respectueux de l'environnement. Thibaut Segers sélectionne des cafés d'excellence.
Ce torréfacteur, métier qu'il a appris très jeune, a créé sa propre marque havraise. J'avais des petits moyens à l'époque, donc je me suis installé dans le garage de mes parents avec une petite machine de 1,5 kg et j'ai commencé à torréfier mes propres cafés que j'ai importés. Et les cafés avec lesquels je travaille ne sont pas cotés en bourse, je les achète directement au producteur. C'est un vrai travail en commun qu'on fait avec le producteur et du coup on a une nouvelle histoire qui est en train de se créer. Dans les rues commerçantes, de plus en plus d'adresses proposent la dégustation de café torréfié au Havre. Ça va Alex? Oui, ça va. Thibaut nous emmène dans l'une d'elles où il vend son café. L'occasion de nous montrer le métier de barista, celui qui concocte le précieux breuvage. Donc là, la première étape, forcément, c'est de moudre le café. Donc ça, après 200 ans d'histoire, il n'y a pas trop de différence. Le moulin manuel, ça marche très bien. Il nous prépare ce qu'on appelle le slow coffee, ou comment redécouvrir le café filtre. Ce qu'on appelle extraction douce ou slow coffee, c'est de la chimie très basique. Donc en fait, on va faire du café par rapport à des ratios donnés. Ce qu'on conseille, ça va être 8 grammes pour 100 grammes d'eau. Avec ça, on va avoir vraiment une bonne texture de café. Toujours rincer le filtre. Ça va enlever les arômes naturels liés au papier. Donc un café qui est fraîchement torréfié va dégazer. Il y a du CO2 qui s'échappe. Donc avant toute extraction, on va faire ce qu'on appelle le dégazage. Donc on va humecter notre mouture et au contact de l'eau chaude, elle va gonfler. Et ça va permettre au gaz, au CO2 de s'échapper. Et donc du coup, il faut attendre à peu près 10-15 secondes. Après ça, on va pouvoir justement faire ce mouvement circulaire pour vraiment plaquer le café contre les parois et d'avoir une meilleure extraction possible. L'univers du café, il évolue tous les jours. C'est comme une bouteille de vin. On n'achèterait jamais une bouteille de vin. Vin de France, ça veut rien dire. Il y a tellement de terroirs différents. Et donc dans le café, c'est pareil. D'une ferme à l'autre, au Costa Rica, même si elle est voisine, on va avoir quelque chose de différent. Le travail du producteur, la richesse des sols, les fruitiers qui sont à côté, la torréfaction et la préparation. Donc en fait, avec le même café, on peut avoir un résultat qui est complètement différent à la fin. Le but, c'est toujours d'avoir un petit peu plus le meilleur à chaque fois, quoi. Super bon. Deuxième boisson la plus bue au monde, le café est aujourd'hui une matière première prisée, arrivant juste derrière le pétrole en termes de valeur et d'échanges boursiers. Mais ici, les Havrais n'ont pas attendu cet engouement pour mêler leur histoire à celle du précieux grain.